France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Sur ma route, le magazine qui vous présente la Lorraine autrement. Magazine un peu particulier cette semaine puisque nous allons en quelque sorte fêter les 10 ans d'une très belle maison d'édition lorraine, La Valette, qui est installée à Abrèchevillers. Abrèchevillers très connu pour son train forestier qui est devenu un train touristique, c'est formidable. On va d'ailleurs faire toute l'émission dans le train. Jean-Pierre Schlegel, qui est le fondateur de cette maison d'édition La Valette, nous invite et il va nous entraîner dans ce petit train avec deux invités, deux de ses auteurs. Edgar Weber, qui est professeur émérite d'arabe, qui est écrivain, qui est originaire du pays du Beacherland, et Maître Thierry Moser, que vous connaissez bien, Maître Thierry Moser, qui est un des grands avocats pénalistes français et qui a également écrit un livre aux éditions de La Valette, Paroles d'avocat. Un livre absolument passionnant. Je pars rejoindre mes trois invités et d'abord on va faire un petit coucou à Monsieur le maire et au président de l'association du train. A tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur le maire. Bonjour. Merci de Comment votre allez-vous? accueil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le président de l'association. Tout à fait, du train. tout à fait. Bienvenue. Tout à fait. Belle région. Oui, On c'est est une heureux de venir ici. belle à région, Abrèchevillers. bien boisée. Bien boisé. Alors justement, on connaît bien ce train forestier devenu train touristique d'Abrèchevillers. Mais au-delà de cette activité, on passe très facilement des séjours touristiques ici dans votre région. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Alors, on vient déjà y loger, hein, puisque de manière touristique, puisqu'il y a des hébergements, des gîtes à Abrèchevillers. Nous avons un plan d'eau, une zone de loisirs, et il y a bien sûr les grandes forêts d'Abrèchevillers qui permettent des randonnées pédestres, cyclistes. À cheval. À cheval, bien sûr, tout à fait. C'est vraiment une zone nature. Ah oui, complètement, complètement. C'est une zone totalement naturelle. On a une grande partie de forêt boisée. On a 534 hectares de forêt communale et ensuite des milliers d'hectares de forêt domaniale. Super. Belle région, on le signale, il faut absolument venir. Merci en tout cas de votre accueil. Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est vraiment sympa. Président de l'association qui gère en fait. Tout à fait, qui gère l'exploitation touristique donc, du train forestier, hein, qui est à la base un train de l'ONF. Oui, alors justement, c'est un train forestier à l'origine. Tout à fait. Rappelez-nous juste à quelle époque il est un train forestier et à quoi ça sert. Alors fin 1800 et jusque je dirais mi-1900, donc c'est en 68 que ça devient une association. Hein, donc c'était un train qui appartenait à l'ONF. Ouais. Pour l'exploitation donc forestière des forêts d'Abrèchevillers. Donc aujourd'hui, ça vous permet encore aujourd'hui de faire 7 km à peu près. Ouais. Mais à la base, le réseau faisait 80 km. Ouais, donc voilà, ça permettait simplement de rapatrier les ouvriers et puis de faire redescendre ensuite les grumes des forêts pour les scieries qui étaient situées ici. C'est ça. Et aujourd'hui, donc c'est un train touristique qui draine à peu près. Il y a à peu près 25 000 personnes aujourd'hui qui viennent. Ouais, tout à fait. Et on le signale, il y a là-bas restaurant, il y a un espace aussi pour des, oui, tout à fait, souvenirs. Enfin, boutique il y a souvenirs, un vrai bel accueil à Abrèchevillers. Tout à fait. Merci à vous deux. Moi, je prends le train, je rejoins mes invités. D'accord, très bien. Bah, écoutez, bon voyage à vous. Profitez-en bien. Merci. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. En voiture, Simone, comme dirait l'autre. Bon, c'est une petite pause, là, on a déjà pas mal roulé, on est avancé, Jean-Pierre, toi qui es d'Abrèchevillers, qui connais bien.
On est un peu avancé en forêt là. Oui, on a quitté Abrège-Villers, la gare de départ du train forestier, Voilà. et nous voilà arrêtés au Rommelstein. C'est ça. à peu près à mi-parcours D'accord. des 7 km là, de la voie du train forestier. Ah d'accord, on se demandait pourquoi il s'était arrêté tout à l'heure avec Maître Moser. On se disait c'est peut-être un autre train qui passe, un TGV, TGV. On leur laisse la priorité quand même. Je suis vraiment content d'être dans cette... Oui, bien sûr, alors Ouais, bon, ouais, on n'est pas après, nous, on a le temps. On a le temps, on sait apprécier le temps. Je suis content, Jean-Pierre Schlegel, que c'est toi qui as eu l'idée de faire cette émission spéciale ici. On est avec Edgar Weber, Edgar Weber qui est un des auteurs de La Valette, professeur émérite d'arabe, et qui... On va parler beaucoup des langues avec vous, Edgar, parce que je crois que c'est ce qui explique beaucoup de choses dans votre long voyage. Et puis Maître Thierry Moser, qu'on connaît beaucoup, qui est un des grands avocats pénalistes français, qui est intervenu dans des très très grandes affaires criminelles. Ça parle à tout le monde, hein. Les affaires Fourniret, les affaires Holm, Grégory évidemment. On va parler de tout ça, un livre sublime dont on va parler tout à l'heure, et un autre livre magnifique d'Edgar Weber. Et puis bien sûr notre ami Jean-Pierre Schlegel qui nous accueille, qui est le fondateur de cette maison d'édition La Valette. J'avais envie, quand je sors de lecture d'Edgar Weber, de dire, avant d'être un professeur émérite d'arabe, c'est un professeur émérite des différences. C'est vraiment... Comment toi tu le présenterais, Edgar? Oh, moi je dirais Edgar Weber, d'abord, je dirais c'est l'anti-Houellebecq. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter de l'huile sur le feu, il essaye de trouver les points communs entre les trois monothéismes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et sans d'ailleurs ennuyer le lecteur avec des théories théologiques sur les trois religions, mais tout simplement en racontant sa vie et comment il a vécu dans sa chair cette union entre ces points communs entre ces trois religions. C'est vraiment, ce sont des récits qui sont poignants, qui sont vrais. D'ailleurs, j'avais inventé un concept à l'époque, quand j'avais lancé le livre, j'avais dit c'est un roman vrai. Oui, c'est assez paradoxal comme définition, et pourtant c'est exactement ce que c'est. C'est à la fois un roman et en même temps c'est entièrement vrai. Et le sous-titre, c'est La Porte des Justes. Peut-être s'il y avait un livre à conseiller d'Edgar Weber, ce serait peut-être La Porte des Justes. Vous n'êtes peut-être pas d'accord? Si, vous allez nous le dire. je suis un peu gêné d'entendre autant de louanges. Ah, mais vous êtes... que- On vous a invité pour ça. On entend bien de vous. Merci beaucoup de dire tout ça, mais il y a un mot que j'ai beaucoup aimé dans votre introduction, c'est le mot différence. Effectivement, je me nourris des différences. Et je trouve que généralement, lorsqu'on est dans des différences, on exclut l'autre. Moi, au contraire, la différence me permet de me rapprocher des autres. Parce que c'est une nouveauté, c'est une découverte, c'est un échange possible. Et il faut faire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut faire un effort dès le départ, lorsqu'on a vraiment pris conscience de la différence. Il faut faire un effort sur soi, parce qu'on se dit, ou je réalise, mais c'est moi qui suis différent de lui. Lui n'est pas différent de moi. Oui, bien sûr, ouais. Parce que généralement, on dit « Ah, les autres sont différents ». Mais non, ils ne sont pas différents. C'est nous qui sommes différents des autres. Et lorsqu'on a compris ce mécanisme-là, eh bien, on devient très vite sympathisant parce qu'on a quelque chose à découvrir. Et on a quelque chose peut-être à lui apporter aussi, à l'autre. Voilà. Donc vous êtes finalement un militant de la découverte mutuelle des autres cultures. Il faut être audacieux, fouineur. Totalement. Mais je me disais, pour nous rapprocher de l'actualité, qu'est-ce que vous devez souffrir aujourd'hui dans ce monde où on se recroqueville sur nos semblables, d'une certaine façon? Vous remuez un couteau, j'allais dire, dans ma plaie. Moi, j'ai vécu 10 ans au Liban, donc à tel point même que j'avais commencé un processus de naturalisation libanaise. Hein, je voulais devenir libanais. Et lorsque je vois aujourd'hui ce que le Liban est devenu, la famine, lorsqu'on pense que maintenant la famine ravage le Liban, c'est absolument épouvantable. Vous avez été professeur de français au Liban, c'est ça? Vous étiez professeur 10 de ans. français. Vous avez été 10 ans professeur de Oui, français donc au Liban. oui, j'ai été donc d'abord coopérant, puis ensuite je suis resté sur place parce que ça me plaisait tellement que
je ne voulais plus rentrer en France. Ouais. Et pendant 10 ans, j'enseignais le français, oui. Et entre-temps, mais au même moment, je fais l'effort d'apprendre l'arabe. Et je suis revenu professeur d'arabe. D'accord. Et vous êtes revenu professeur d'arabe. Oui, voilà. C'est quand même les langues, les mots, c'est quand Oui. même un socle, une pierre angulaire de toute votre vie. Parce que la découverte, elle se fait à travers les langues et les mots. C'est absolument ça. C'est ce que vous, vraiment... Ah, parce mais que vous dites, dans ce livre, vous parlez de votre enfance, vous commencez, jusqu'à l'âge de 6 ans, vous parlez le plate et rien d'autre. C'est le plate. Totalement. Ma langue maternelle est le francique. Oui, Le francique ouais. rhénan, c'est le plate lorrain. Et donc, dans le village, on ne parlait pas un mot de français. D'ailleurs, même encore aujourd'hui. Ouais. Lorsque je suis chez mes frères ou mes sœurs, on deviendrait ridicule si on parlait français. Ouais. Ouais. On s'exprime totalement dans notre langue des tripes. Voilà. Et ça, je voudrais souligner ça. Merci de me mettre sur cette piste. On néglige beaucoup trop ce qu'on appelle les dialectes Oui. ou les langues locales. Oui. Alors, je pense que j'ai relativement facilement appris l'arabe parce que j'étais bilingue dès le départ, ou très tôt en tous les cas bilingue. Le plate, même trilingue, le plate, l'allemand, le français. Vous avez écrit beaucoup sur l'islam, beaucoup de livres sur l'islam. Finalement, qu'est-ce qui fait que l'islam en France soit si peu connu et fasse l'objet de tant de fantasmes et de clichés? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas finalement La réponse est très simple. Ouais. L'ignorance. Oui, finalement, on revient toujours. On vient toujours à la même conclusion. À partir du moment où on ne sait rien sur l'autre, on ne peut qu'en fantasmer. Et donc, évidemment, l'histoire est cruelle. Lorsqu'on voit les guerres, lorsqu'on voit les massacres, lorsqu'on voit malheureusement les islamistes qui n'ont, il faut le dire, qui n'ont rien à voir avec un véritable islam. C'est une déformation. C'est comme si on résumait le christianisme à l'époque des sorcières, où l'Église et l'État, de connivence, brûlaient des centaines de femmes accusées de sorcellerie. C'était aussi bête à l'époque qu'aujourd'hui c'est bête de commettre ces massacres au nom d'Allah ou je ne sais quelle invention qu'on a dans la tête. Jean-Pierre, je parlais à l'instant avec Edgar Weber, on va papoter aussi avec Maître Moser, des auteurs de La Valette. Il y a une très très belle brochette d'auteurs à La Valette. C'est un des grands boulots de l'éditeur. Comment fais-nous entrer un peu dans les coulisses de la maison d'édition. Comment on choisit finalement tout seul, on se dit, là, non, je ne le prends pas, il n'est pas bon, ça ne vendra pas. Comment est ta démarche? Il faut se dire qu'il y a en France à peu près 3000 maisons d'édition, dont 300, comme la mienne, qui ont une diffusion nationale et internationale pour la version numérique. Globalement, ce que les gens ignorent, c'est que l'édition représente en France un chiffre d'affaires de 3000 millions d'euros par an. On peut comparer ça au cinéma, par exemple. On voit toujours les vedettes clinquantes et rutilantes. C'est 50 millions d'euros, le cinéma. Donc l'édition est un marché très important qui, comme tous les autres marchés importants, attire les requins de la finance. Alors, il y a, par exemple, Bolloré, qui a créé une énorme maison d'édition qui s'appelle Editis, oui, où il a concentré 52 maisons d'édition. Il y a Hachette, qui concentre 40 maisons d'édition. Il y a le groupe Madrigal, qui est le groupe qui chapeaute Gallimard, Flammarion, etc. Une trentaine de maisons d'édition. Donc si ces trois groupes, on peut rajouter Actes Sud, qui en fédère, alors c'est un peu différent, l'esprit est un peu différent chez Actes Sud, qui en fédère également une trentaine. Si on parle de ces trois grands, là, Editis, Hachette et Madrigal, ça représente 80% des livres qui se trouvent dans les librairies. Alors en soi, on peut dire, bon voilà, c'est la vie normale, mais ce sont les fonds de pension qui financent ces groupes, et il y a une pression sur la liberté d'éditer. Oui, c'est ça que je voudrais comprendre, c'est en quoi cette concentration-là, elle est dangereuse finalement pour notre démocratie. Extrêmement dangereuse, parce que tous les livres que vous voyez là, qui sont des livres d'auteurs de qualité,
sont en il faut qu'ils se calent dans les 20% qui restent sur les tables des libraires. C'est une pression énorme sur les libraires, c'est une pression énorme sur les distributeurs, et je dirais même c'est une pression énorme sur les auteurs. Parce que les thèmes que l'on aborde chez moi, ceux qu'a abordé Edgar Weber, ceux que va aborder Maître Moser, quand ils sont publiés dans des grandes maisons d'édition, il y a des lecteurs qui ne s'occupent pas que de la syntaxe et de la grammaire. Il faut que ça rentre dans un moule, il faut que ce soit commercialement rond, il faut que toutes ces maisons s'autofinancent, n'est-ce pas? Donc voilà. Et ce qui est grave aussi, c'est que évidemment ces groupes ont leur périodique, leur prix littéraire, leur chaîne de télévision. Alors, évidemment, voilà. C'est la raison pour laquelle Edgar Weber, Thierry Moser, vous les verrez rarement à la grande librairie, parce que c'est un petit jeu entre les attachés de presse, des différents groupes. On l'entend souvent, ce que tu dis, moi je l'ai entendu très souvent, mais on ne l'entend pas souvent dire publiquement comme ça, et c'est bien, je trouve, de le dire, parce qu'on sait que ça se passe comme ça. Et oui. Mais je reviens à la question au choix des auteurs. Ouais, comment ça doit être terrible parfois même de dire non à quelqu'un. Voilà, écoute, j'ai apporté ça. Ça, c'est voilà, par exemple, ça donne une idée. C'est la forme dans laquelle... Je peux montrer? Oui, bien sûr, c'est la forme dans laquelle les manuscrits arrivent. D'accord. Voici par exemple un manuscrit qui m'est arrivé comme ça, Forêt paisible de Pierre Bram, qui est Pierre Bram est le président de l'Académie de Metz. Oui. Et bien voilà ce que ça a donné en livre. Donc ça s'appelle Dernier Seigneur. Et ça raconte la vie d'un libraire indépendant. Ah oui. Et par exemple, le titre Dernier Seigneur, Forêt paisible qui passe à Dernier Seigneur, ça se fait en relation avec l'auteur? Oui, c'est une négociation entre l'auteur et l'éditeur. Moi, je trouvais que appeler un libraire Dernier Seigneur, c'était plus parlant que de parler des forêts paisibles dans lesquelles il établit sa librairie. D'accord. Donc il y a un aspect. Le titre ne peut pas résumer une œuvre, mais le titre, sans tromper le lecteur, doit être déclencheur de l'achat du livre. Ouais. Voilà. Et plus largement que le titre, la couverture. La couverture aussi, bien sûr, bien sûr. Et la quatrième de couverture. Et la quatrième de couverture. C'est ce qu'on lit. Jean-Pierre, donc ta maison d'édition La Valette, créée il y a 10 ans. D'ailleurs, il faut qu'on fête ça. Hein. On espère le champagne, les gâteaux à la fin. Ça arrive. 10 ans, maison d'édition indépendante, c'est important, avec tout ce que tu viens de dire. Maison d'édition implantée à Abrèche-Vénère aussi. Alors, c'est pas exceptionnel en soi de venir s'installer à Abrèche-Vénère, mais ça peut surprendre quand même. Il y a une vraie audace là, de venir dans un petit village de Moselle, qui certes est charmant, mais quand même, c'était peut-être plus facile de s'installer à Strasbourg ou à Metz. Probablement, encore que le métier soit assez dématérialisé et qu'on peut créer une maison d'édition un peu où on veut. Mais le choix d'Abrèche-Vénère, ce n'est pas un choix fortuit du tout, puisque c'est le village natal d'un écrivain, Alexandre Chatrian, qui avec son collègue Émile Erckmann a créé 40 romans, qui étaient les écrivains les plus vendus au XIXe siècle. Il n'y avait que Victor Hugo qui vendait plus qu'eux. Voilà. Et d'ailleurs, mes premiers livres... Ah oui, à ce point-là? Ah oui, oui. Les premiers livres que j'ai publiés, c'était voilà, Histoire d'un sous-maître d'Erckmann Chatrian, qui raconte la naissance de l'école libre, l'école laïque, libre de l'emprise de l'Église, qui était avant, avait la haute main sur l'école. Et puis Maître Gaspard Fix, c'est un roman que j'ai publié à l'occasion de la révolte des Gilets jaunes. Parce que Erckmann Chatrian y exprime sa vision de la politique. Et ça rejoint assez curieusement, enfin, ce sont plutôt les Gilets jaunes qui, sans le savoir, ont rejoint les propos d'Émile Erckmann et d'Alexandre Chatrian sur la duplicité des politiques, sur leur capacité à récupérer les mouvements, etc. etc. Voilà. Et donc, j'ai publié ça avec une préface de Jean-Pierre Rioux, qui est un des grands historiens spécialistes d'Erckmann et Chatrian. Donc, il y a Erckmann et Chatrian à Abrèche-Vénère, mais il y a aussi Bernard-Marie Coltès, qui est un auteur dramatique, qui est le plus joué dans le monde, et qui passait ses vacances toujours ici avec sa maman à La Valette,
D'où le nom de la maison d'édition, La Valette, très bien. qui est le hameau d'Abrèchevillers, qui a abrité la jeunesse de Coltès. On a l'explication. Maître Moser, vous qui êtes un des auteurs de La Valette, pourquoi avoir choisi La Valette? Comment ça s'est fait, la connexion entre La Valette et vous? Vous savez, c'est bien difficile de prendre la parole après M. Weber. Ah, Parce que tout à l'heure, il a prononcé des paroles pleines de sagesse, de noblesse. Ça m'a ému. C'est difficile maintenant de prendre la parole à mon tour. Votre question, pourquoi j'ai choisi La Valette? En fait, j'ose le dire, c'est La Valette qui m'a choisi. D'accord. Au départ, quand j'ai rédigé mon livre, mon esprit était le suivant, mon état d'esprit. Je suis grand-père, j'ai 2 petits-enfants. Je voulais que ces jeunes gens sachent, quand je ne serai plus là, un peu qui était le papy. Ouais. Et je me suis dit, je vais raconter pour mes petits-enfants mes souvenirs professionnels. Parce qu'en 47 ans de métier, j'ai quand même vécu des choses assez exceptionnelles. Bon. Et puis alors ensuite, j'ai été contacté par M. Schlegel, dont l'argumentation m'a séduit, facilement d'ailleurs, je dirais. Et je me suis dit, tiens, oui, je serais heureux de savoir que mon livre pourrait éventuellement intéresser le grand public. Voilà comment ce livre est né. Et alors, on est sur un livre qui cible, enfin, je ne sais pas si vous le ciblez comme ça, mais qui va toucher différents publics, parce que vous le dites, il y a le récit de vos aventures d'avocat, si je dis les choses un peu brutalement. C'est un livre aussi qui décortique très bien tous les contextes auxquels peuvent être confrontés les avocats dans leur vie quotidienne, les avocats pénalistes notamment. Et puis moi, je trouve que c'est un livre politique aussi, d'une certaine façon, parce que vous nous faites entrer, nous qui ne connaissons pas l'univers judiciaire, vous nous faites entrer dans un univers qui est quand même, qui peut être très très beau, un des fondements de la démocratie, la justice, mais qui peut être aussi terriblement cruel. Tout à fait. Voilà. J'ai voulu dans mon livre concilier la narration et la pédagogie. Voilà. Je voulais expliquer ce qu'est un avocat pénaliste, quelle est sa problématique, combien diverses sont les situations qu'il doit affronter, combien complexes sont souvent les affaires qu'il doit, dans lesquelles il intervient. Parce que le grand public s'imagine souvent qu'une affaire, c'est blanc, c'est noir, et notre société actuelle a tendance, notamment avec les réseaux sociaux, à simplifier de façon outrageuse et stupide les situations, alors qu'une situation humaine, c'est tellement complexe. Il faut démêler le vrai du faux, il faut prendre son temps, il faut aborder un procès ou un dossier sans préjugés, sans idées préconçues. Et je crois que les gens de justice, les avocats, les magistrats, doivent être tout à la fois bienveillants pour l'espèce humaine, mais en même temps lucides, ne pas tomber dans la candeur et la naïveté. Et ça s'apprend d'ailleurs en fonction de l'expérience professionnelle au fil des années. Et j'ai trouvé que c'est intéressant d'expliquer cela au grand public, parce que finalement, l'avocat pour le grand public, c'est qui? Alors, soit c'est le super-héros magicien qui, par la puissance du verbe, va résoudre des situations désespérées. Bon, c'est complètement idiot de voir les choses comme ça. Ou alors, c'est le mercenaire, le voyou, le gredin, qui va raconter tout et n'importe quoi pour tirer son client d'affaires. Alors qu'en réalité, la vérité se situe, je dirais, à mi-chemin. L'avocat n'est pas un Superman, ce n'est pas un voyou, et c'est quelqu'un qui, je viens de le dire à l'instant, je crois, doit se montrer bienveillant, ouvert pour ses semblables, mais lucide. Et j'insiste dans mon livre sur quelque chose qui me paraît fondamental, c'est la liberté de conscience face de l'avocat face à son client. Voilà, un client me dit ceci, cela, je l'écoute avec bienveillance, mais je mets quand même mon intelligence en alerte. Et si j'ai le sentiment que le récit qui m'est donné, ça, c'est pas la vérité, eh bien, je le dis. Je ne cherche pas à plaire de façon, indécente à la personne qui se confie à moi. Je cherche à trouver le bon discours qui soit raisonnable au plan intellectuel, au plan moral. J'insiste beaucoup sur la rigueur morale et intellectuelle. Ça, c'est le boulot de l'avocat. Et à ce moment-là, c'est un dialogue qui se veut constructif, qui va s'instaurer entre l'avocat et son client. Il s'agit de savoir si les deux
vont entrer en phase de, comment dirais-je, de coopération loyale, ou si au contraire ça ne va pas, si comment on dit, les ondes positives voilà, ne passent pas, et ben c'est pas compliqué, ça m'est arrivé assez souvent dans ma vie, je dis écoutez monsieur ou madame, je suis désolé, je ne sens pas votre dossier, je ne vous sens pas, je ne suis pas l'homme de la situation, et je vous quitte et je vous souhaite de trouver quelqu'un qui pourra être plus compétent ou plus accessible que moi. Ça, je l'ai dit assez souvent. Vous l'avez dit assez souvent, c'est dit bien assez parce que souvent, vous partez absolument. sur des relations de confiance. Et puis donc vous êtes en rupture. Et puis de l'autre côté de la scène, vous avez des histoires fantastiques qui se passent avec certains de... Alors le mot client, c'est pas terrible, voilà. Mais, et notamment Jean-Marie Villemain qui postface, je ne sais pas si le verbe existe, postfacé, qui, Passage très émouvant. voilà, qui postface ça et qui parle de vous aujourd'hui, et peut-être depuis longtemps d'ailleurs, vous les connaissez depuis presque 40 ans, Bientôt 40 ans. comme d'un frère. Oui, mais tout à fait. Vous savez, effectivement, dans ce dossier que je partage avec d'autres confrères de la Défense, je ne suis pas le seul, dans ce dossier, on a quand même tissé au fil des années des relations de confiance, de grande sympathie. Et puis finalement, on s'est tutoyé assez rapidement. D'ailleurs, ce que je ne fais que très rarement avec les justiciables. Je préfère ce mot que client. Voilà. Donc je ne les tutoie que rarement. Et Christine et Jean-Marie, je les ai tutoyés rapidement, parce que je sentais ces ondes positives. Et puis alors, on a quand même vécu ensemble des moments épouvantables. Lorsque ce petit juge d'Épinal va jeter Christine en prison, voilà, moment épouvantable. Lorsque cette malheureuse, à un moment donné, n'en peut plus de son calvaire et fait une tentative de suicide, on vit ça, on partage. Lorsque les deux, à un moment donné, sont en prison, elle à Épinal et lui à Saverne, et qu'à ce moment-là, je cours d'une prison à l'autre, et lorsque je vais voir Jean-Marie, lui dit t'es gentil comme tout, mais va voir Christine, et je vais voir Christine, elle me tient le même discours. Mais ça crée des mouvements, des moments absolument pleins d'émotions, inoubliables. Et les Villemain sont devenus des amis. Nous avons déjà, mon épouse et moi, partagé des moments de grande amitié avec eux, des petites balades sur les sommets vosgiens ou des choses comme ça, ou des repas dans une ferme auberge sur les sommets. Voilà, mais c'est prodigieux, des choses comme ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est formidable. Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que aussi bien Jean-Marie Villemain que Thierry Moser ont abandonné la totalité de leurs droits d'auteur à la Fondation de France. D'accord. Oui, je ne voulais pas gagner un seul copec sur ce bouquin. Et j'ai dit que tout allait intégralement à la Fondation de France. D'accord. Et je me suis dit, comme ça, je ferai au moins quelque chose de bien dans mon existence. Vous en avez fait d'autres, je vous rassure. J'espère. Comment vont Christine et Jean-Marie Villemain aujourd'hui ? Ils vont bien, si je peux dire cela. Alors, ils vont bien pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans la discrétion. On vient plus leur casser les pieds, les médias, etc., leur fiche une paix royale. Ils ont eu 3 enfants qui sont nés après la naissance de Grégory. Ces 3 enfants sont maintenant des adultes, très très bien insérés dans la vie sociale, professionnelle, humaine, etc. Les Villemain ont des petits-enfants et ils sont heureux, Ils peuvent enfin avoir le calme de l'âme, la quiétude. Et vous savez, souvent moi je compare mon métier à celui du médecin de famille. Le médecin de famille qui, pendant des années ou des décennies parfois, suit Monsieur X, Madame Y, et qui a des relations qui se créent. Et le médecin il est heureux de constater que Monsieur Y va bien moralement, physiquement, etc. C'est un peu ça que je ressens, et c'est un motif de satisfaction et de fierté pour l'avocat lorsqu'il peut constater une situation comme ça. Je vais vous poser une question que beaucoup de Vosgiens, de Lorrains, de Français se posent. Est-ce qu'on trouvera un jour la vérité? Est-ce que vous y croyez? Vous le dites à un moment, je ne sais plus, dans une formule, j'y crois, enfin je ne sais plus comment vous l'exprimez. Moi j'y crois pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons actuellement à Dijon le président de la Chambre de l'instruction, Dominique Brault, chargé de gérer ce dossier. C'est un homme d'expérience, il est déterminé, il est compétent, nous lui faisons confiance, donc premier facteur explicatif.
de mon optimisme. Le deuxième facteur, c'est que nous avons actuellement, en voie de réalisation, des expertises techniques et scientifiques, notamment dans le domaine de la génétique. Oui. Et nous pensons que tout cela pourra nous permettre de conforter, de fortifier le scénario que nous avons en tête. Quel est ce scénario? Nous voyons un crime collectif réalisé donc par différentes personnes et nous voyons à peu près, ou assez bien d'ailleurs, qui a fait quoi, qui a joué tel et tel rôle, pourquoi, comment. Donc ça, c'est une conviction que nous avons, qui repose d'ores et déjà sur des éléments sérieux. Encore faut-il que les expertises en cours puissent fortifier, consolider ce point de vue que nous avons. Et si tel était le cas, ce serait effectivement l'élucidation. Et alors encore un mot pour dire que quel est le but de Christine et Jean-Marie et de leurs enfants? C'est pas du tout d'expédier derrière les barreaux pendant X années, monsieur X ou madame Y. Le but, c'est de savoir la vérité. Le but, c'est d'honorer, de respecter la défense de ce petit garçon qui avait, qui avait 4 ans et qui s'appelait Grégory. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre Schlegel. On a passé un très bon moment dans ce train. Merci encore Thierry Moser et merci beaucoup Edgar Weber. C'était formidable. Vraiment merci. Merci à vous. Bon anniversaire La Valette. Merci, merci beaucoup. France Bleu Lorraine.